Nous retrouvons le Dr Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. Dr Weiss, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Alors, quand vous regardez les données d'aujourd'hui et l'accumulation des données depuis 14 jours, qu'est-ce que ça vous dit sur l'endroit où nous sommes actuellement, là, où on se situe? On est dans une phase d'augmentation et d'accélération de la courbe parce que vous vous apercevez de où est-ce qu'on était il y a une semaine et où est-ce qu'on était il y a 2 semaines. Il faut dire aussi qu'on a rattrapé un certain nombre de tests, donc il y a beaucoup de résultats qui sont sortis ces derniers temps. Et on pourra discuter de la façon dont on teste au Québec, où est-ce qu'on se situe sur la planète. Donc il y a, je vous dirais, une accélération du nombre de cas. On s'aperçoit que la majorité des cas sont quand même sur l'île de Montréal et qu'il y a certains secteurs de l'île de Montréal qui sont plus affectés que d'autres. Mais d'un autre côté, c'est tout le Québec qui est affecté parce qu'on voit des cas partout au Québec. Donc on ne peut pas dire « moi je vis dans telle région, c'est pas trop grave, je peux me prémunir ». Il n'y a pas de cas ou très peu de cas. Et donc, on est dans une phase d'accélération. Est-ce qu'on entrevoit le pic, là? Est-ce qu'on entrevoit le sommet ou pas encore? On est loin du sommet. Si on se fie aux autres, la question, ça va être le sommet. On sera probablement d'ici 3 semaines. Voilà. On va atteindre une phase plateau. La question, c'est de savoir jusqu'à combien on va être capable d'écraser une courbe pour essayer d'avoir un plateau qui est le moins élevé possible. Quand on compare les cas au Québec et ailleurs au Canada, on va voir la carte du Canada, vous dites que c'est parce qu'on a testé au Québec, entre autres, davantage les personnes qui étaient à risque. C'est pour ça qu'on a davantage de résultats positifs. Ou il y a plus de cas tout simplement au Québec aussi? Il y a peut-être une combinaison des deux, mais c'est définitivement qu'au Québec, on a testé beaucoup plus qu'en Ontario. Si on se compare à l'Ontario, qui est une province peut-être plus similaire, oui. On a testé beaucoup plus comparé à l'Ontario par capita. On a augmenté notre capacité à faire des tests. Il y a eu énormément de travail qui a été fait sur la capacité à développer ces tests-là. Vous savez, on peut se comparer, par exemple, on dit qu'en Allemagne, il se fait à peu près 500 000 tests par semaine. Donc, vous comparez au Québec, si on arrivait à faire ce qu'on avait prévu d'environ 6 000 tests par semaine, alors on serait rendu autour d'à peu près 6 000 tests par jour. Par jour, on serait autour de 40 000 tests. Donc, 40 000 tests au Québec, on est à peu près 10 % de la population allemande. Donc, on serait dans ce qui est probablement le pays qui a la meilleure capacité de tests sur la planète actuellement. Bon. Donc, de ce côté-là, si on arrivait à ce niveau-là, il y a des petites différences avec l'Allemagne, mais on pourra en reparler éventuellement. Oui. Sur le nombre de... Parce que le nerf de la guerre, c'est le nombre de personnes qui doivent se rendre dans les hôpitaux chez vous et ailleurs au Québec, au Canada. 106 hospitalisations au Québec. Comment vous jugez le taux d'hospitalisation jusqu'ici? Ben, écoutez, on avait dit, regardez, si vous faites un chiffre simple, il y a à peu près 1600 cas, il y a environ 106 hospitalisations. C'est un petit peu moins que ce qu'on prévoyait, mais il faut dire que les chiffres valent ce qu'ils valent. On essaie aussi j'essaie de ne pas garder les gens à l'hôpital lorsqu'on n'a pas besoin de les garder. Et on est aussi capable de, je vous dirais, regarder les gens qui s'en vont dans les soins intensifs. Donc, si on regarde la proportion, elle est aussi un peu dans ce qu'on s'attendait. La seule chose que je vous dirais, la tendance, puis pour voir ça de façon réelle tous les jours en traitant des patients, c'est que c'est des patients qui malheureusement ont besoin de rester plus longtemps à l'hôpital parce que leur besoin en oxygène est demandant. Donc, c'est des gens qu'on doit garder relativement longtemps pour des patients de cette catégorie-là. Je m'explique. Souvent, c'est des patients, pas tous, mais ça peut être des patients qui sont quand même relativement en bonne forme physique et qui ne sont hospitalisés que pour cette condition-là. Et normalement, des patients comme ça qui feraient une pneumonie, puis j'en ai vu des milliers dans ma vie, au bout de 3-4 jours, on les renvoie à la maison. Ces patients-là, on a tendance à les garder un petit peu plus longtemps parce que leur demande d'oxygène est un peu plus élevée et demandante, si vous voulez. Très bien. Monsieur Weiss, quelques questions en rafale du public. Pourquoi est-il plus difficile de fabriquer un vaccin contre le coronavirus que contre une grippe saisonnière? Ben, c'est parce que la grippe, on a la recette depuis très, très longtemps, même si c'est un vaccin qui a ses limites et ses défauts. C'est comme si vous étiez capable de dire, écoutez, on fait un gâteau, on connaît déjà le gros de la recette, on peut changer quelques décorations. Alors, c'est juste que là, on part de zéro et il faut comprendre que pour faire un vaccin, ce que ça prend, il faut trouver une partie du virus qui est tout le temps présente, tout le temps constante, qui va favoriser la création d'immunoglobulines, d'anticorps, et que ces anticorps-là vont être protecteurs. Parce que ce n'est pas juste le fait d'avoir des anticorps, c'est d'avoir des anticorps qui vont vous protéger contre une réinfection par le virus. Donc, il faut trouver cette clé-là.
Et justement, la deuxième question, les personnes guéries du coronavirus, parce qu'il y en a beaucoup, ont développé des anticorps. Une transfusion sanguine serait-elle efficace pour créer un médicament? Alors, c'est une excellente question. Ça s'appelle la sérothérapie. C'est déjà très vieux. Il y a des gens qui ont fait ça dans les années 50. Et il y a des gens qui ont tenté ça même en Chine. Et il y a même, je vous dirais, dans beaucoup de pays, même au Canada, des gens qui commencent à y penser. C'est-à-dire, on prend les gens qui ont guéri, on prend ce qu'on appelle leur sérum convalescent. Donc, ils ont guéri. Et on s'est dit, s'ils ont guéri, c'est qu'ils ont développé une bonne réponse immunitaire. Donc, ils devraient avoir des anticorps, des immunoglobulines dans leur sang. Et si on l'administrait à des gens malades, ça pourrait les aider à mieux se défendre. En d'autres mots, c'est comme si vous recrutiez une armée qui est déjà aguerrie pour venir vous aider à combattre l'infection. Très bien. Je passe à la question 5. Une personne atteinte de la COVID-19 est contagieuse combien de jours avant? Bon, c'est la fameuse question qui revient toujours parce qu'on a l'impression que la science a bougé là-dessus, compte tenu des études chinoises, là. Ouais. Alors, la science va toujours bouger là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en science, la seule façon de ne pas se tromper, c'est de ne pas faire de la science. Donc, il est clair qu'on apprend beaucoup sur ce virus-là. On apprend de plus en plus. Et donc, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que les gens qui sont malades, qui sont symptomatiques, sont beaucoup plus contagieux. Il y a probablement des gens qui sont peu symptomatiques ou pas symptomatiques et qui vont excréter le virus pendant les jours précédents le début de leurs symptômes. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui sont tellement peu symptomatiques qui, pour eux, ils ne sont pas malades. Hein? Voilà. Donc, alors c'est pour ça, des fois, à un moment donné, la définition de la symptomatique. Alors, pour l'instant, ne pas être asymptomatique veut dire que vous êtes probablement, et je mets probablement souligné, pas un transmetteur du virus, mais oui, ça peut être appelé à changer selon ce que la littérature va nous dire. Très bien. Quel rôle joue, numéro 6, la température dans tout ça? On a beaucoup de questions. Les gens nous demandent, parce que vous savez, M. Trump avait dit, quand il va faire chaud, ça va faire disparaître le virus. Est-ce que la température, le temps, la chaleur, peut influencer la pandémie, l'épidémie? Oui, alors en général, lorsque la température devient plus chaude, les coronavirus aiment moins ça. Bon, donc, il pourrait avoir un effet, oui, sur l'environnement. Mais par contre, il ne faut pas oublier que la majorité des gens qui se contaminent, ils se contaminent par rapport à des gens qui sont très proches d'eux. Alors ça, c'était peut-être plus vrai quand tout le monde était dehors. Mais là, avec tout le confinement qu'on a, les gens devraient moins, entre guillemets, se contaminer puisqu'ils ont moins de contact avec d'autres gens. Docteur Weiss, une petite dernière, 15 secondes. Il y a eu un peu de confusion, mais si vous êtes en quarantaine, là, si vous êtes en isolement obligatoire maintenant, vous revenez de l'étranger, mais que vous avez 0 symptômes, allez prendre une marche dehors à 2 mètres autour de vous, comme un isoloir. Ça va, là. Vous pouvez le prescrire comme médecin, là. Oui, écoutez, il faut avoir du gros bon sens. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Alors, ça veut dire, si vous allez tout dehors, vous êtes avec personne, vous êtes tout seul, vous êtes avec quelqu'un qui est dans la même situation que vous, qui est revenu avec vous, vous êtes en quarantaine, vous évitez tous les contacts avec les autres, vous ne vous approchez pas. Surtout, vous n'êtes pas malade non plus. Il faut aussi souligner qu'il faut que vous soyez asymptomatique. Parce que si vous toussez, crachez, etc., c'est pas le moment d'aller marcher dehors. Il faut écouter notre voix intérieure, le gros bon sens aussi, là. Il ne faut pas perdre ça de vue. On ne peut pas réglementer, tout réglementer, le moindre détail. Docteur Weiss, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Faites attention à vous. On a besoin de vous. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.